Eh bien, comme nous vous le disions à l'instant, nous sommes en direct avec Igal Palmore. Igal Palmore, bonjour. Bonjour Daniel. Je rappelle que vous avez été de longues années le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères et que vous êtes aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dans la définition de vos fonctions, le chef du département des communications au sein de l'Agence juive. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com, la nouvelle web radio en français en Israël. Nous allons parler ensemble des titres qui font l'actualité ce matin. Je parlais tout à l'heure du coup d'éclat du président turc Erdogan qui a lancé un appel aux musulmans à marcher vers Jérusalem, vers la mosquée d'El-Aqsa. Alors que l'on se trouvait dans une sorte de processus de réconciliation après les longues années de brouille entre Israël et la Turquie. Igal Palmore, quelle mouche a piqué Erdogan hier ? Eh bien, la même qui le pique tous les jours et toutes les nuits d'ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un qui est particulièrement célèbre pour un comportement stable et tout à fait pondéré, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme ça qu'il a acquis sa réputation internationale. Alors, de temps en temps, il lui vient une grande colère, parfois contre les Israéliens, parfois contre les Américains, contre des Européens, contre d'autres, contre les Russes. Je crois qu'il ne faut pas trop s'en émouvoir. C'est une colère passagère, c'est la colère du jour. Tout le monde en fait les frais. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, peu de gens, peu de pays prennent au sérieux ces colères, encore qu'on se souvient, elles ne sont pas suivies par des actions. Voilà, alors encore qu'on se souvient justement de la colère qu'il avait piquée à l'époque à Davos face à Shimon Peres dans une discussion qu'il avait quittée sur un plateau de débat. Il avait quitté le plateau furieux et ensuite, effectivement, de facto, on avait assisté à l'incident grave du Marmara et donc à la détérioration des relations entre les deux pays. Est-ce que véritablement Erdogan est conscient de la nécessité, ou est-ce qu'il y a une véritable nécessité pour la Turquie de se réconcilier avec Israël, de renouer des relations diplomatiques, commerciales, touristiques avec l'État hébreu ? Oui, bien sûr qu'il y a une nécessité, une grande nécessité même, et assez pressante. Et comment le sait-on ? Eh bien, très simplement parce que Erdogan a voulu la réconciliation. Il a voulu renouer les liens et rehausser le niveau de représentation diplomatique. Personne ne l'y a obligé, personne ne lui a forcé la main. Alors on peut se demander pourquoi, après avoir pris tant de peine pour mettre en scène des clashs avec Israël de manière aussi spectaculaire, pourquoi avoir pris la peine de rétro-pédaler, de rehausser les relations, de recevoir à Ankara un ambassadeur israélien. Pourquoi avoir fait ça ? Eh bien, très simplement parce qu'il en avait sans doute ressenti le besoin, parce qu'il comprend que dans cette région que l'on peut qualifier très délicatement d'instable, n'est-ce pas ? Si la Turquie veut faire avancer quelques intérêts, eh bien, elle n'a qu'un seul allié objectif, et c'est Israël. Je dis bien la Turquie, pas forcément le personnage d'Erdogan. Enfin, il comprend que pour des raisons économiques, stratégiques, il a besoin d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a fait marche arrière et il avait accepté de rehausser les relations diplomatiques, alors, et de reprendre le chemin du dialogue. Et donc, aujourd'hui, il s'en donne à cœur joie, il parle. Est-ce que c'est lié, à votre avis, à la proximité des festivités du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem ? Est-ce que c'est lié au fait que peut-être, devenu tout puissant après le référendum, Erdogan se prend pour le sultan de tous les musulmans et qu'il veut être le garant des lieux saints à Jérusalem, des lieux saints musulmans, également de l'islam à Jérusalem aussi peut-être ? Alors, c'est une bonne observation. Je crois qu'il est évident qu'il se prenait déjà pour le sultan de tous les musulmans et le garant des lieux saints musulmans depuis quelques années déjà. Il n'a pas fallu ce référendum pour qu'il s'en convainque. Maintenant, avec le référendum, bien entendu, il prend encore un peu plus de hauteur, au moins dans son image propre, et il veut défendre les intérêts, c'est sûr. Mais vous savez quoi, on peut aussi positiver
Euh, pendant des années, les autorités musulmanes et arabes avaient interdit à des musulmans de venir en pèlerinage à Jérusalem et aller prier à Al-Aqsa, alors qu'Israël avait fait des efforts pour convaincre les citoyens des pays avec lesquels nous étions, nous sommes toujours d'ailleurs en relation de paix, l'Égypte, la Jordanie, voire le Maroc et la Tunisie, de faire le voyage en Israël, de venir à Jérusalem, de venir prier à Al-Aqsa, de faire du tourisme pour renforcer l'économie de la ville. Et donc, de manière un peu paradoxale, voilà que Erdogan, en fait, fait la communication du ministère du Tourisme israélien, et nous ne pouvons que l'en féliciter. Est-ce que vous n'avez pas été surpris, vous qui avez été longtemps porte-parole du ministère des Affaires étrangères, de la réaction extrêmement ferme du ministère, qui est à l'initiative de Benjamin Netanyahou, qui, on doit le rappeler, est également le chef de la diplomatie israélienne. Cette réaction de colère, c'est la preuve que, d'une certaine manière, on renvoie l'ascenseur à Erdogan en sachant que finalement, ce sera une petite tension sans lendemain. Oui, je suis un peu surpris, je dois l'avouer. De mon temps, quand j'étais porte-parole des Affaires étrangères, les instructions venant du plus haut échelon de l'État étaient de ménager Erdogan dans les commentaires et les réactions. Comme je viens de vous le dire, il avait fait des remarques tout aussi désobligeantes à l'encontre d'Israël dans le passé, et les instructions étaient toujours de laisser passer, de laisser faire, de ne pas répondre. Je peux aujourd'hui admettre que je n'ai pas toujours suivi ces instructions et que parfois je m'étais permis de riposter de manière bien calculée pour ne pas laisser le champ libre, pour ne pas laisser Erdogan monopoliser le dialogue de sourds, si on peut le qualifier ainsi, mais une réponse officielle aussi ferme, je crois que c'est bien la première fois depuis de très longues années que nous en voyons. Eh bien, je crois que peut-être une fois les relations diplomatiques établies, au bureau du Premier ministre, qui est également ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas, on estime qu'on peut se permettre de ne pas se taire face à ce genre de déclaration d'Erdogan. Ceci dit, vous remarquez que la riposte israélienne est faite sous couvert d'anonymat, c'est-à-dire c'est le ministère des Affaires étrangères qui réagit. Il n'y a aucune personne derrière ce commentaire, ni la vice-ministre des Affaires étrangères, ni le Premier ministre. Donc on ne répond pas d'égal à égal, on reste quand même à un niveau inférieur diplomatiquement. Et je crois que c'est fait, c'est intentionnel pour calmer le jeu malgré la fermeté de cette réaction. Alors, Yigal Palmor, nous sommes encore, on va dire, sous l'impact de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle dimanche soir. Nous allons un peu en parler avec vous, puisque vous êtes, on peut le dire, un spécialiste de la politique française également, puisque vous avez servi au ministère des Affaires étrangères pendant de nombreuses années, à l'ambassade d'Israël à Paris. Alors, on a appris hier soir que Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou s'étaient entretenus au téléphone. On peut supposer de ce dont ils ont parlé, à votre avis ? Oui, tout à fait. Il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est une conversation qui répond à un certain protocole. D'abord, les félicitations qui sont de rigueur, bien entendu. Peut-être quelques anecdotes sur la campagne, peut-être un échange de regards communs sur les campagnes politiques et leurs résultats, et puis quelques points diplomatiques qui sont à l'ordre du jour dans les relations diplomatiques entre les deux pays, des dossiers de sécurité et d'économie qui doivent être poursuivis. Et je ne crois pas que cette conversation aille en profondeur, ce n'est pas le moment, mais je suppose que certains points ont été évoqués simplement pour marquer la continuité dans les discussions et dans les échanges sur certains dossiers qui sont en priorité, et évidemment la promesse de se voir en personne
dans un proche avenir pour poursuivre en profondeur ces discussions. Et peut-être pour réparer un oubli de la part du Premier ministre qui avait, on va dire, omis de rencontrer Emmanuel Macron lors de sa visite en Israël il y a un peu plus d'un an et demi. Il n'avait pas jugé nécessaire, Benyamin Netanyahou, de rencontrer celui qui n'était alors qu'un jeune ministre des Finances et qui de l'économie et qui est devenu dimanche le président de la République française. Quelles sont vos réflexions face à cette élection? Quelles sont les conclusions que vous tirez? On en a beaucoup parlé déjà hier, on a déjà analysé un peu les résultats de ces élections avec Marc Heisenberg, avec d'autres invités. Quelle est la leçon que vous tirez de ce scrutin? Il y a évidemment plusieurs leçons à en tirer. Je ne crois pas qu'on va faire le tour complet, mais je dirais qu'il est très intéressant de remarquer le naufrage, on peut le qualifier ainsi, des partis classiques. Il est trop tôt pour comprendre ce que cela signifie, mais cela veut dire évidemment que la France a franchi le pas. Elle se trouve dans une terre inconnue du point de vue purement politique. Évidemment, on va voir ce que ça va donner aux législatives avant de se prononcer, mais c'est très intéressant. On va dire aussi qu'on est très content de voir les électeurs français se mobiliser pour faire barrage au Front National. Ceci dit, ce n'est pas un barrage aussi élevé que celui que nous avons vu au temps de Chirac. Donc il est évident que Macron a réussi moins que Chirac à susciter l'engouement pour le barrage républicain et pour sa personne. Et à partir de là, il faut quand même dire que même si Marine Le Pen a été défaite, il s'est trouvé quand même 35% d'électeurs pour lui donner leur voix. Et nous allons là aussi attendre de voir ce que ça va donner aux élections législatives avant de se prononcer sur son succès ou pas succès ces dernières années. Alors, je rappelais tout à l'heure que vous êtes le chef du département des communications au sein de l'Agence juive. Est-ce que l'Agence juive, qui prend souvent ses dispositions en cas d'alia, on va dire, d'urgence, est-ce que l'Agence juive avait pris des dispositions particulières au cas où Marine Le Pen devait devenir présidente de la République ? Je dirais simplement ceci, on s'est consulté et on s'est mis en attente. On était prêt à tous les scénarios possibles, sans entrer dans les détails, on était prêt à tout. Ceci dit, en regardant les chiffres des dossiers ouverts, des dossiers d'ALIA ouverts, je dois vous dire qu'il n'y a pas eu de sentiment de panique, d'urgence ou de rush. Peut-être même le contraire, il n'y a pas une sorte d'apaisement, de léthargie, un peu en fait de repos de la communauté juive de France. En fait, la vague d'Alia que l'on a connue en 2015 est en train de faiblir et le nombre d'éolim diminue graduellement. Oui, le nombre d'éolim diminue. De France, il reste, oui, le nombre d'éolim de France diminue par rapport à l'année record qui était 2015. Il reste assez fort et assez élevé quand même si l'on compare historiquement les chiffres de l'ALIA de France, mais il est en train de baisser, c'est vrai. Maintenant, je veux vous parler non pas du chiffre des Olim, mais du chiffre de ceux qui ouvrent un dossier de Aliyah dans l'expectative, dans l'attente des événements, et pour pouvoir partir en Israël très vite, au cas où, par exemple, Marine Le Pen deviendrait présidente, n'est-ce pas ? Eh bien, il n'y a pas eu ce genre de mouvement. On n'a pas remarqué un bond en avant dans le nombre des dossiers de Aliyah ouverts. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les Juifs de France ont compris que finalement cette Aliyah ne pouvait pas être une Aliyah d'urgence dans la précipitation ou dans la crainte, mais que l'Aliyah devait être une décision véritablement mûrement réfléchie et bien préparée ? Oui, je crois que tous ceux qui ont sérieusement réfléchi à l'Aliyah l'ont bien compris. Ils ont compris qu'une Aliyah sous le vent de panique ne sert à rien, qu'il faut la préparer soigneusement.
Je crois que surtout, cela veut dire que, au-delà du discours un peu effrayé par la perspective d'une présidence de Marine Le Pen, les gens n'y ont pas vraiment cru. Ils n'y ont pas cru. Ou alors, cela voudrait dire que ceux qui y ont cru et qui voulaient partir ne voulaient pas partir en Israël. Ils voulaient partir très vite, soit vers la Belgique, soit vers les États-Unis, soit vers une autre destination. C'est pour ça que nous n'avons rien vu à l'agence juive. Mais je crois que le plus probable, c'est que les gens comprennent que l'ALIA est une option sérieuse et qu'il ne faut pas prendre ces décisions à la légère, il faut la préparer en profondeur avant de franchir le pas. Eh bien, c'est sur ce sage conseil que nous allons prendre congé. Yigal Palmor, merci d'avoir répondu ce matin à nos questions sur studiocalita.com. Merci et à une prochaine fois. Shalom. Shalom, Daniel. Nous vous retrouvons dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour nous présenter sa chronique quotidienne « Un jour, notre histoire ».